Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Sylvestre Wozniak, directeur général de Forum Réfugiés. Celles qui connaissaient bien Jean-François Ploquin savent sans doute qu'il a souhaité et qu'il le fera effectivement donc partir à la retraite à la fin de ce mois officiellement. Et donc, je prends la suite de Jean-François et notamment pour la présentation de ce 24e état des lieux de l'asile en France et en Europe. Donc j'étais en train d'évoquer la date d'édition, le 20 juin. Petite page de publicité. Ce rapport sera donc disponible à partir du 20 juin sur le site internet de Forum Réfugiés, dans un format papier au tarif de 25 euros. Je crois 23 euros pendant quelques temps, donc n'hésitez pas à profiter de cette période extraordinaire de remise. Et il sera également disponible en format PDF au tarif de 15 euros. Voilà. Maintenant que cette étape commerciale est réalisée, je tiens surtout à remercier, vraiment remercier très chaleureusement toutes celles, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Un salut particulier à Laurent Delbos, que je pense la plupart d'entre vous connaissent bien, pour le travail considérable qu'il a réalisé pour la coordination de ce travail, de cette réalisation. Alors, je ne serai pas long car je souhaite laisser très rapidement la parole à nos intervenants. Alors, quelques informations pratiques. Je redis, parce que certains nous rejoignent sans doute, je redis aux utilisateurs Forum Réfugiés de bien vouloir couper leur micro et leur caméra. Merci. Dans un instant, donc, je donnerai la parole à Barbara Joannon, qui est chargée des relations extérieures au HCR en France et à Monaco. Et elle nous présentera les principaux enjeux et données concernant l'asile dans le monde. Dans un deuxième temps, donc, on réduira un peu la focale sur l'Europe avec l'intervention d'Élise Martin-Gomez, qui est responsable plaidoyer Europe de Forum Réfugiés. Et enfin, Laurent Delbos, adjoint de direction asile et plaidoyer à Forum Réfugiés, interviendra donc sur l'asile en France. À 12 heures, nous aurons un temps d'échange et de réponse aux questions. Enfin, d'échange, c'est peut-être un peu excessif parce que nous sommes très nombreux et les micros sont et seront coupés. Encore une fois, je rappelle que Forum Réfugiés, n'activez pas vos micros. C'est une précaution indispensable. Nous sommes très nombreux. Je crois qu'il y a presque 700 inscrits à ce webinaire. Donc, je vous invite à poser vos questions, à faire part de vos remarques par écrit, hein, par le chat qui est prévu sur ce webinaire. Au fur et à mesure, ce sera plus simple pour nous. Je ne garantis pas que nous pourrons toutes les reprendre à 12 heures, mais je m'efforcerai, j'essaierai, quelqu'un est en train de m'aider pour les répercuter au mieux à nos intervenants. Et si tout va bien, ce webinaire se terminera à 12h30. Donc, sans plus attendre, et pour respecter l'horaire que nous nous sommes fixés, je donne, et en la remerciant encore une fois pour son intervention, sa contribution, donc je donne la parole à Barbara Joannon, chargée des relations extérieures au HCR en France et à Monaco, donc pour la présentation des enjeux, données concernant l'asile dans le monde. Merci Barbara. Merci beaucoup Sylvestre. Merci beaucoup à Forum Réfugiés pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour le HCR d'être présent chaque année pour la présentation de ce rapport à vos côtés et pour pouvoir parler des tendances mondiales sur les déplacements forcés. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai une petite présentation pour accompagner mes propos. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Hop, voilà. Donc effectivement, chaque année, le rapport du HCR sort un petit peu avant la journée mondiale pour les réfugiés. Donc il sort cette semaine, il est sorti la semaine dernière, pardon, le 13 juin. C'est l'occasion pour nous de faire un point, un état des lieux sur la situation des déplacements forcés dans le monde au regard des personnes qui sont placées sous le mandat du HCR. Donc je le rappelle, hein, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés,
créé en 1950, qui a pour mandat de protéger les personnes déplacées internes par des conflits et des violences, ainsi que les personnes réfugiées, demandeuses d'asile et les personnes apatrides, qui ne sont pas toutes déplacées de force, mais un grand nombre d'entre elles le sont. Donc, pour cette année, si je suis heureuse d'être avec vous, je le suis un peu moins de ce que je vais vous présenter, puisque les chiffres sont extrêmement préoccupants. Vous l'avez sans doute vu déjà dans les communications médiatiques, sur les réseaux sociaux, etc. Le nombre des déplacements forcés dans le monde a atteint pour la 12e année consécutive des records. On est à plus de 117,3 millions de personnes déracinées à la fin de l'année 2023 et à l'heure où je vous parle, on estime du côté du HCR qu'on a dépassé les 120 millions. Donc c'est extrêmement préoccupant puisqu'en fait d'année en année, les déplacements forcés, de nouveaux déplacements forcés viennent s'ajouter aux précédents sans que des solutions ne soient trouvées pour les personnes qui étaient précédemment déplacées au sein de leur pays ou réfugiées dans d'autres pays. Une personne sur 69, c'est conséquent et ça doit nous alerter. Le graphique que je vous présente est intéressant pour comprendre un petit peu la composition de ces déplacements forcés. Donc vous le voyez en vert, hein, on a 68,3 millions de personnes qui sont déplacées internes. Donc finalement la majorité des personnes qui sont déplacées de force dans le monde par des conflits, des violences, des persécutions restent au sein de leur propre pays. On a ensuite dans ce chiffre de plus de 117,3 millions des personnes qui sont réfugiées au sens du mandat du HCR. On a également 6,9 millions de demandeurs d'asile, 6 millions de réfugiés palestiniens qui sont sous le mandat de l'UNRWA, mais qu'on comptabilise dans ces chiffres globaux puisqu'il s'agit également de personnes réfugiées et déracinées, et 5,8 millions d'autres personnes en besoin de protection internationale. Et là, rentrent essentiellement dans cette catégorie les personnes qui fuient le Venezuela. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail sur chacune de ces catégories par la suite, mais ça permet de vous donner un aperçu et effectivement de voir assez rapidement au premier coup d'œil que la hausse est continue depuis maintenant 12 années. Donc ces données-là, je vous les ai déjà données. Les focus situations, donc pour comprendre un petit peu l'augmentation de ce chiffre, il faut comprendre la situation dans le monde et voir un petit peu les situations dans chaque pays. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous puisque je n'ai que 10 minutes et j'aimerais pouvoir vous parler un petit peu plus spécifiquement des différentes catégories de personnes déplacées de force. Mais ces 10 situations sont les principales situations géopolitiques qui ont fait évoluer Barbara, le micro a été coupé par inadvertance ou peut-être par une action, je ne sais pas laquelle. Donc merci de le reconnecter. Nous avons perdu les 2 ou 3 dernières phrases. Ah, d'accord. Oui, effectivement, Merci. j'entends que ça Merci. continue d'arriver. Alors, hop. Voilà, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, je peux Oui, c'est bon. continuer? D'accord. Parce que comme je partage mon écran, je ne vous vois pas, donc c'est un petit peu perturbant. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, pour comprendre la situation en termes de déplacement forcé, il faut comprendre ce qui se passe au niveau géopolitique. Les données que je vous ai présentées jusque-là sont des données, comme on dit, en stock. C'est un petit peu vilain et on rappelle à chaque fois qu'on parle de personnes, mais c'est pour bien comprendre que c'est des chiffres à la fin de l'année 2023. Là, sur la partie plus flux, donc le nombre de personnes sur la seule année 2023 qui ont été déplacées de force, il est de 27,3 millions. Et c'est des personnes qui ont essentiellement dû fuir leur foyer, voire leur pays, des 10 situations, 10 pays que vous voyez à l'écran. La principale situation de déplacement forcé, de nouveaux déplacements forcés, ça a été le Soudan. On a plus de 9 millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 2 millions à l'extérieur, dans les pays voisins.
essentiellement, même si on a pu voir déjà une répercussion de ces déplacements forcés dans la composition des demandes d'asile, mais ça, je pense que les collègues de Forum Réfugiés en parleront un peu plus dans le détail. Donc, je ne rentre pas dans le détail de chacune de ces situations, encore une fois, par manque de temps, mais n'hésitez pas à m'interroger ensuite si vous avez des questions plus spécifiques sur chacune d'elles. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour un certain nombre de ces pays, je pense notamment à la République démocratique du Congo ou à l'Afghanistan ou au Myanmar ou à la Syrie, on est sur des conflits qui datent parfois de plusieurs décennies. Pour l'Afghanistan, on entre dans la 5e décennie de déplacements forcés dans le pays. Mais on a des résurgences de violences, par exemple en Syrie ou en RDC sur l'année 2023, qui ont généré de nouveaux déplacements forcés, avec peu de solutions ou peu de retours pour les personnes déplacées, soit à l'intérieur du pays, soit dans les pays, notamment les pays voisins. Si maintenant je rentre un petit peu dans le détail de la composition de l'ensemble de ces déplacements forcés, pour les personnes réfugiées, donc c'est-à-dire les personnes qui ont quitté leur pays pour trouver refuge dans un autre pays et qui ont une protection soit du HCR, soit de l'État dans lequel elles se trouvent, pour les États qui ont une procédure de détermination du statut de réfugié. À la fin de l'année 2023, on avait 43,4 millions de personnes réfugiées dans le monde, donc c'est une augmentation de 7% par rapport à 2022. Ça comprend 6 millions de réfugiés palestiniens qui relèvent du mandat de l'UNRWA, donc qui ne sont pas sous le mandat du HCR. Mais je le précise à chaque fois parce qu'on est beaucoup interrogé en tant que HCR sur la situation en Palestine de manière tout à fait légitime. Et comparé à il y a 3 ans, pour vous donner un point de repère, le nombre a triplé. Donc c'est encore une fois extrêmement préoccupant et on voit une accélération de l'augmentation du nombre de réfugiés dans le monde. On en a les 3/4 qui sont originaires de 5 pays seulement, si j'enlève la Palestine. Je vous présenterai ensuite un petit peu les pays d'origine, les pays de destination pour que vous voyez un petit peu. Ça ne fluctue pas beaucoup ces dernières années, surtout depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine suite à l'invasion de la Russie. Mais c'est tout à fait alarmant. Donc on a aujourd'hui plus de 6,4 millions de réfugiés qui sont originaires d'Afghanistan, de Syrie, presque autant du Venezuela et d'Ukraine. Vous le voyez, on arrive sur des populations de réfugiés qui sont extrêmement conséquentes seulement de ces 5 pays-là, avec le Soudan du Sud de 2,3 millions. Je vous le disais, pour le Soudan, on a presque 2 millions de réfugiés à l'extérieur du pays. Où vont ces personnes-là? On le répète chaque année, mais cette année, c'est encore vrai. Les réfugiés se trouvent refuge principalement dans les pays voisins. Donc, l'Iran et le Pakistan pour les réfugiés venus d'Afghanistan. La Turquie est dans une moindre mesure, mais toutefois conséquente, qui n'apparaît pas dans ces 5 principaux pays d'accueil, mais la Turquie et la Jordanie pour les réfugiés syriens. La Colombie pour les réfugiés vénézuéliens. Les Vénézuéliens sont essentiellement en Amérique latine, donc Colombie, Pérou, Équateur, Brésil. Certains poursuivent leur route plus au nord vers le Mexique puis les États-Unis, mais c'est essentiellement l'Amérique latine et un petit peu l'Espagne qui accueille les réfugiés vénézuéliens. L'Allemagne qui a accueilli, on le sait, énormément de réfugiés syriens, mais aussi beaucoup de réfugiés d'Ukraine, tout comme la Pologne. Et donc le Pakistan, je l'ai mentionné pour l'accueil des réfugiés venus d'Afghanistan. Je vous le disais, l'essentiel des réfugiés sont accueillis dans des pays voisins, c'est 69% d'entre eux. 75% des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ça, c'est vraiment un chiffre qu'on rappelle à chaque fois et qui permet de voir la persistance d'un déséquilibre dans la répartition de l'accueil, mais qui est tout à fait lié à aussi l'absence de voies légales et sûres pour permettre aux réfugiés de rejoindre des pays qui sont plus lointains. Comme la plupart des réfugiés viennent eux-mêmes de pays à revenus faibles ou intermédiaires et qu'ils restent dans leur voisinage, de fait, ces chiffres sont cohérents.
mais on a encore trop peu de solutions en termes de réinstallation notamment, ou d'autres voies légales, type corridor humanitaire, etc. Les chiffres sont encore faibles et font on observe ces grandes masses en termes de répartition d'accueil, avec une prédominance de l'accueil dans les pays voisins et les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Un chiffre que je tiens aussi à présenter ici, c'est celui de 66% des réfugiés qui se trouvaient dans des situations de déplacement prolongé, c'est-à-dire une situation d'exil de plus de 5 ans. C'est important parce que ça permet aussi de comprendre cette augmentation exponentielle du nombre de réfugiés et de déplacés forcés d'ailleurs de manière générale sur les 12 dernières années. C'est qu'en fait, peu d'entre eux finalement voient la situation dans leur pays d'origine s'améliorer de sorte qu'ils pourraient rentrer chez eux. Donc en fait, on a des situations qui perdurent et qui se prolongent. Les déplacés internes, alors je sais qu'on est sur un webinaire sur l'asile, mais je tiens quand même à le présenter rapidement parce que en fait, c'est la majorité des personnes qui sont déplacées de force dans le monde. Et c'est important de l'avoir en tête aussi parce qu'en fait, au bout d'un moment, sur ces situations-là, lorsqu'elles sont trop prolongées et lorsque de nouveaux déplacements se produisent, hein, c'est le cas en ce moment en RDC ou au Myanmar ou encore en Somalie, où les personnes, en Syrie d'ailleurs, ont déjà été déplacées plusieurs fois au sein du pays. Pour certaines, elles vont chercher ensuite à franchir une frontière et à se rendre dans les pays voisins. Donc, on se retrouvera du coup avec une augmentation du nombre de personnes réfugiées. Pour l'année 2023, on a eu une hausse de 10% encore du nombre de déplacés internes, avec vraiment une situation extrêmement préoccupante et grave sur le plan humanitaire au Soudan, avec une insécurité alimentaire très forte aussi pour les déplacés internes. Il faut rappeler aussi qu'au Soudan, il y avait déjà 1 million de réfugiés sud-soudanais, donc qui ont aussi, pour le coup, quitté le Soudan. Ils ne font pas partie des déplacés internes, mais simplement une donnée importante à avoir en tête sur le contexte au Soudan. Toujours énormément de déplacés internes en Syrie et en Colombie, où là, on est vraiment dans des situations de déplacement prolongé également. On a eu 13,7 millions de nouveaux déplacements dus à des conflits ou à des violences. Et c'est ce que je vous disais sur la résurgence des violences dans des pays comme la RDC, le Myanmar ou la Somalie ou la Syrie, où on a des situations de déplacement qui sont préexistantes depuis des années et des années, mais où en 2023, où on a eu de nouveaux conflits. On a quand même eu 5,1 millions de personnes déplacées internes qui ont pu rentrer chez elles. La majorité en RDC, en Ukraine et en Éthiopie. Voilà, je ne vais pas m'appesantir sur ça. Et par contre, vous parlez un peu de la demande d'asile, puisque c'est le thème de ce webinaire. On a eu une baisse du nombre de demandes de protection internationale en 2023. Une légère baisse, 17%, c'est pas énorme vu les volumes, mais tout de même. En revanche, c'est le nombre de demandes d'asile en attente de décision qui, pour le coup, a énormément augmenté, comme vous le voyez là sur ma slide. Peut-être le point qui est intéressant à observer, au-delà du taux de protection qui a aussi légèrement augmenté en 2023, c'est la composition du type de protection, qui donc peut être une reconnaissance sur une base collective, par le biais de procédures de détermination de statut individuel ou d'autres types de protection comme la protection temporaire. Et pour ça, ça dépend énormément des nationalités des personnes et du pays où elles trouvent refuge. C'est-à-dire que donc, pour l'Ukraine, on le sait, il y a eu la protection temporaire, donc c'est l'essentiel du type de protection dont bénéficient les personnes qui ont fui l'Ukraine, avec un petit peu de reconnaissance sur des situations individuelles, mais la majorité reste la protection temporaire qui a été en baisse en 2023, puisque les personnes avaient pour beaucoup déjà fait leur demande en 2022, et il y a eu aussi des retours. Donc on a observé une baisse du nombre de demandes de protection temporaire. Le Soudan, on est essentiellement sur de la reconnaissance de groupe.
puisque c'est ce que pratiquent les pays voisins du Soudan, à l'exception de l'Égypte. Donc, c'est les individual recognition et reconnaissance individuelle que vous voyez sur le graphique. C'est essentiellement les réfugiés en Égypte qui passent par une procédure de détermination du statut sur la base de leur cas particulier. Mais pour les autres pays, c'est de la reconnaissance de groupe. C'est assez mixte enfin assez mixte, non, ça reste quand même une reconnaissance individuelle majoritairement pour la Syrie, mais on a tous les types de cas de figure pour ce pays-là. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous présenter ces chiffres et garder en tête qu'il y a effectivement des divergences selon les pays d'origine. En tout cas, pour les réfugiés qui se trouvent dans des pays voisins en Afrique, on va être souvent sur de la reconnaissance de groupe. C'est une particularité, tandis que pour les personnes qui fuient, et notamment en Europe, on va être sur de la reconnaissance individuelle. Donc là, vous avez un petit peu un aperçu sur les flux. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure sur les principaux pays d'origine et de destination. Donc je ne m'appesantis pas là-dedans, mais ce graphique-là est présent dans le rapport si vous voulez le consulter plus spécifiquement, avec un détail sur les chiffres évidemment. Les apatrides, donc je vous le disais, ils font partie des personnes qui sont sous le mandat du HCR. Aujourd'hui, d'après les données qu'on récolte, et on récolte des données dans 95 pays du monde, donc vous voyez, c'est à peine la moitié des pays dans le monde, un peu plus, mais c'est pas l'entièreté, donc on estime que nos données sont sous-évaluées par rapport à la réalité, mais le nombre qui est estimé à la fin 2023, c'est 4,4 millions de personnes apatrides, dont à peu près un quart sont aussi déplacés de force. Vous savez que le HCR a lancé il y a 10 ans la campagne I'll Belong, c'est J'existe en français, pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024. Donc clairement, on n'y est pas encore, mais on a plus d'un demi-million de personnes qui ont pu obtenir la citoyenneté depuis le lancement de la campagne. Et surtout, on a également des évolutions législatives très importantes dans un certain nombre de pays, de sorte que des enfants nouvellement nés dans ces pays ne seront plus apatrides, avec l'évolution notamment de lois de nationalité dans un certain nombre de pays. Petit zoom sur les populations vulnérables. 40% des enfants parmi les populations déplacées de force, alors qu'ils ne représentent que 30% de la population mondiale. C'est un chiffre particulièrement inquiétant, puisque c'est des générations entières qui sont en difficulté et menacées pour l'avenir. Presque la moitié des déplacés de force sont des femmes ou des filles. Et pareil, ça dépend beaucoup des pays d'origine. Donc on a vu avec l'Ukraine qu'il y avait une majorité de femmes et de filles, bien plus que la moitié. C'est le cas aussi au Soudan, dans une moindre mesure, mais quand même. Pour revenir sur les enfants, on estime que sur les dernières années, depuis 2028, on a 2 millions d'enfants qui sont nés en tant que réfugiés. Donc ça pose pour le HCR en tout cas des questions très importantes sur nos programmes en termes d'éducation, parce que il ne faut pas qu'il y ait de trou générationnel pour ces enfants-là. En termes de solutions, donc au HCR, quand on parle de solutions durables, on parle de réinstallation, on parle de retour digne et dans des conditions de sécurité que l'on reconnaît comme étant pérennes, et on parle d'intégration dans le pays d'accueil. Donc on essaye de collecter des données là-dessus. Sur le retour, on arrive, en travaillant en lien avec les autorités, à avoir des informations. Donc je vous disais, sur les personnes déplacées internes, on en a eu un peu plus de 5 millions en 2023, mais c'est en baisse. Et surtout, on a eu seulement 1 million de personnes réfugiées qui ont pu retourner dans leur pays. Pareil, un chiffre qui est en baisse par rapport à l'année précédente. Et surtout, sur ces retours-là, au niveau du HCR, on estime que ce n'est pas forcément des retours durables, puisque le plus grand nombre de retours a été observé en Ukraine et au Soudan du Sud, où les situations en termes de sécurité ne sont pas stabilisées. Donc, ce ne sont pas forcément des retours pérennes. 154 300 réinstallations, c'est en augmentation par rapport à 2022, mais on était dans des années post-Covid où on reprenait doucement par rapport aux chiffres pré-Covid, mais surtout ça représente que 8% des besoins, donc on est loin du compte.
Sur l'intégration, dans les statistiques qu'on arrive à obtenir ou les chiffres qu'on arrive à obtenir, on est sur les naturalisations, pardon. Et en 2023, on a 30 800 réfugiés qui ont été naturalisés. Donc c'est encore aussi une donnée qui est en baisse. Donc je suis désolée, c'est pas des chiffres très optimistes et très positifs pour ce matin, mais voilà. Et je finirai avec un rapide focus sur le climat et les déplacements, puisque c'est un sujet qu'on embarque de plus en plus au niveau du HCR. Il n'y a pas de définition de réfugiés climatiques, je le rappelle ici. En revanche, on a un certain nombre de personnes qui sont déplacées de force, notamment à cause du climat, qui peuvent rentrer dans des cas de définition et de reconnaissance du statut de réfugié pour des personnes, par exemple, qui ont été déplacées de force par une conjonction de facteurs d'insécurité, de violence, de persécution et de climat. Et surtout, nous, ce qui nous inquiète beaucoup au niveau du HCR, c'est que les 3/4 des personnes qui sont déplacées de force vivent dans un pays qui présente une exposition très élevée aux aléas climatiques. Donc ça veut dire que parmi les personnes déplacées internes ou réfugiées qui sont sous notre mandat, on en a les 3/4 qui sont extrêmement vulnérables et à risque face aux effets du changement climatique. Voilà, je m'arrête ici. J'ai été un petit peu plus longue que prévu, je m'en excuse, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Barbara pour ces données, même si on les aurait préférées moins préoccupantes. Sans transition, je vais donner la parole donc à Élise Martin-Gomez, notre responsable plaidoyer Europe, pour qu'elle fasse un focus plus spécifique à ce continent. Merci Élise. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter le panorama statistique 2023 dans l'Union européenne, avec des données qui seront prises de Frontex et d'Eurostat. Donc, pour ce qui concerne les entrées, Frontex, l'agence des gardes-côtes et des gardes-frontières de l'UE, a identifié 379 546 passages irréguliers aux frontières extérieures de l'UE. Il faut noter que Frontex comptabilise les passages et non les personnes, donc ce chiffre ne reflète pas le nombre de personnes qui est entré, mais le nombre de passages, une même personne pouvant passer plusieurs fois. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2016, mais il est encore très loin de celui de 2015. Il représente une augmentation de 17% par rapport à 2022. La Méditerranée centrale a été la voie migratoire la plus active vers l'UE, représentant 2 traversées irrégulières sur 5, et l'année passée, c'était celle des Balkans occidentaux. Les îles espagnoles des Canaries ont également connu une forte augmentation d'arrivées, principalement de Mauritanie, et ça a conduit à un accord entre l'UE et la Mauritanie de gestion de la migration. Vous pourrez retrouver plus d'informations dans le rapport sur ça. En 2023, les Syriens ont été les plus repérés sur les routes migratoires, suivis par les Guinéens. Les données statistiques montrent que les femmes représentaient 10% du nombre total de passages irréguliers l'an dernier et que les enfants représentaient 10% également. Dans le rapport, vous pourrez retrouver aussi des chiffres de l'OIM et du HCR. L'année 2023 a de nouveau été marquée par de nombreuses difficultés pour les migrants tentant d'entrer sur le territoire de l'UE. D'après l'ONG belge 11-11-11, 300 000 refoulements auraient eu lieu, c'est-à-dire des renvois sans examen de la situation individuelle, soit 947 par jour, ce qui est un record. Les médias spécialisés ont principalement rapporté des refoulements depuis l'Italie, la Croatie, la Grèce et la Bulgarie, dans ce cas-là vers la Turquie, la Lituanie et la Pologne vers la Biélorussie. L'OIM a aussi recensé 4064 morts en Méditerranée exclusivement, et ce chiffre ne compte pas les personnes disparues. Le chiffre doit donc être plus élevé que 4064. Dans le rapport, vous retrouverez plusieurs parties sur les entraves au droit d'asile, donc les suites du scandale Frontex de 2022, qui a été accusé de participer à certains refoulements, une partie sur la répression croissante des défenseurs des droits humains qui aident les réfugiés, les accords d'externalisation, Italie, Albanie, Royaume-Uni, Rwanda, les accords dits Team Europe de l'Union européenne avec des pays tiers pour contenir les migrations vers l'UE, une partie sur la situation à la frontière finlandaise avec la Russie, qui a été rédigée par le Finnish Refugee Advice Center, que l'on remercie. Une partie sur l'irrespect des normes européennes par la Hongrie, qui vient d'être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne à payer une amende de 200 millions d'euros, ainsi qu'une partie sur le rétablissement des contrôles aux frontières. Je vais maintenant passer aux demandes d'asile en 2023. La demande d'asile est au plus haut depuis 2016, c'est déjà ce que je disais l'année dernière. L'ensemble des États membres ont enregistré 1 129 800 demandeurs, ce qui est une hausse de 18% par rapport à 2022. C'est la première fois depuis 2016
depuis 2016 que les chiffres passent la barre du million, mais ça reste tout de même inférieur à 2015 et 2016. L'Allemagne a reçu 31% des primo-demandeurs d'asile dans l'UE, ce qui est plus qu'en 2022. Elle a été suivie par l'Espagne, qui représente 15%, et la France, 14%. Les positions ont été interverties par rapport à 2022 entre l'Espagne et la France. La Hongrie et la Slovaquie sont en bas du classement, comme les années précédentes. La cause est sûrement les politiques empêchant le dépôt de demandes. Je pense par exemple au système hongrois de demande exclusive auprès des ambassades. En 2023, il y avait en moyenne 2 nouveaux demandeurs d'asile pour 1000 habitants dans l'UE. La France était 16e du classement avec 2002 primo-demandeurs pour 1000 habitants et 2128 par million d'habitants. L'État membre ayant enregistré le plus de demandes au regard de sa population reste Chypre, avec 13 nouveaux demandeurs pour 1000 habitants. Concernant le profil des primo-demandeurs d'asile dans l'UE en 2023, les hommes représentaient 69,7% de l'ensemble des premières demandes d'asile dans l'UE. Les hommes âgés de 18 à 34 ans représentaient 42% du nombre total de primo-demandeurs, tous genres confondus. Les Syriens, les Afghans, les Turcs, les Vénézuéliens et les Colombiens ont déposé le plus grand nombre de demandes. La grande majorité des Vénézuéliens et Colombiens étaient enregistrés en Espagne, 89% et 85,5% respectivement, en raison des liens culturels, mais aussi des protections élargies proposées par le pays. Il est à noter que les protections ne sont pas toutes les mêmes dans tous les États membres. Depuis 2013, la Syrie reste le principal pays d'origine des demandeurs d'asile dans l'UE. En 2023, le nombre de primo-demandeurs syriens a augmenté de 38,7% et leur part dans le total des primo-demandeurs est passée de 15 à 17,5%. L'Afghanistan était le deuxième principal pays d'origine pour la 6e année consécutive et ses ressortissants représentaient environ 10% du total de l'UE. Parmi les 30 nationalités les plus courantes dans les primo-demandeurs d'asile dans l'UE en 2023, le nombre de demandeurs a augmenté pour 21 nationalités. Les plus fortes augmentations en termes absolus par rapport à 2022 ont été observées concernant les Syriens, les Turcs, les Colombiens et les Vénézuéliens. En revanche, le nombre de demandeurs a diminué le plus parmi les citoyens de l'Inde, de l'Afghanistan et de l'Ukraine. Les mineurs représentaient en 2023 un quart des premières demandes. Parmi ces enfants, 17% étaient des mineurs non accompagnés, ce qui représente 4% du nombre total des primo-demandeurs. Vous retrouverez toute une section dédiée aux statistiques concernant les mineurs dans le rapport. Pour ce qui est du niveau de protection, il a augmenté de 7%. 409 485 décisions positives ont été prises dans l'UE. C'est le chiffre le plus élevé depuis les pics de 2016 et de 2017. Le taux de protection global, c'est-à-dire en première instance et en appel, était de 60,7%. Il a noté que ce pourcentage est difficile à calculer pour une même année puisque des décisions en appel peuvent arriver plus tard. En première instance, le taux de protection était de 53%. 43% des personnes protégées ont reçu le statut de réfugié. 35% ont reçu une protection subsidiaire. La protection subsidiaire a gagné 1 point depuis 2022 et 22% ont reçu une protection humanitaire qui n'existe pas dans tous les pays. L'Allemagne reste le pays à avoir pris le plus de décisions positives, suivi par la France et l'Espagne. Comme l'a dit Johanna, l'Espagne est le pays qui protège quasiment tous les Vénézuéliens. Les principaux bénéficiaires restent les Syriens, les Afghans et les Vénézuéliens. Il y a plus ou moins une corrélation entre les principaux demandeurs et les principaux bénéficiaires. Les principaux changements par rapport à l'année précédente sont l'augmentation de la part de Syriens et de Vénézuéliens. En ce qui concerne les réinstallations et les relocalisations, la réinstallation dans l'UE concerne les réfugiés de pays tiers, vulnérables et sans perspective d'intégration durable. Elle relevait jusqu'à présent uniquement du droit international, mais il y aura désormais un cadre européen avec le pacte sur l'asile et l'immigration de l'UE, qui ne change rien au caractère volontaire de la réinstallation, mais il a le mérite d'exister. Au moment de l'écriture du rapport, tous les chiffres 2023 n'étaient pas disponibles sur Eurostat, mais je vais vous donner les derniers chiffres. En 2023, d'après les derniers chiffres publiés, seuls 13 des 27 États membres ont réinstallé. En 2023, l'Allemagne, la France et l'Italie sont les pays ayant le plus réinstallé dans l'UE. Le PowerPoint a disparu, mais je vais continuer.
La relocalisation et la répartition des demandeurs dans l'UE. Elle relevait aussi jusqu'à présent du droit international. Un mécanisme a été créé sous la présidence française du Conseil de l'UE en 2022, mais seuls certains États y participaient. Il y a très peu de visibilité sur ce mécanisme. La semaine dernière, par exemple, la Commission a annoncé que 5000 personnes avaient été relocalisées, mais on ne sait pas d'où et vers où elles ont été relocalisées. Désormais, avec le pacte et plus particulièrement le règlement dit gestion, il y aura un cadre. Les États membres devront choisir entre des relocalisations, des contributions financières ou d'autres formes de solidarité pour venir en aide aux États membres ayant besoin de soutien. Contrairement à ce que disent certains politiciens, les relocalisations ne seront jamais obligatoires pour les États membres, et même en temps de crise. En revanche, elles le seront pour les demandeurs d'asile. Il sera même possible de relocaliser des bénéficiaires de la protection internationale avec leur accord. Concernant les bénéficiaires, il faudra l'accord des bénéficiaires pour relocaliser. Je vais maintenant vous parler du régime d'asile européen commun qui vient d'être réformé. Alors, je préviens, mon débit va peut-être augmenter pour être dans les temps. Donc, après 4 ans de négociations, mais en réalité, il y a eu des débats depuis 2016, un nouveau paquet de textes a été définitivement adopté en mai. Désormais, les États membres ont 2 ans pour les mettre en œuvre et pour transposer la nouvelle directive accueil. Je vous invite à regarder le rapport, nos newsletters ou notre dernier webinaire pour avoir des informations précises sur ces textes. Mais dans les grandes lignes, il y aura un filtrage pour toutes les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire de l'UE pendant, et c'est une règle générale, maximum 7 jours. Ces personnes pourront être retenues et elles n'auront pas légalement foulé le territoire. Les autorités procéderont à des contrôles de sécurité et de vulnérabilité et prendront leurs empreintes digitales. Ce filtrage aura lieu aux frontières, mais pourra également avoir lieu sur le territoire. Cette procédure a également pour but d'orienter vers la procédure adéquate, donc d'asile ou de retour, et la décision d'orientation ne pourra pas faire l'objet d'un recours. Le règlement prévoit que chaque État membre devra instaurer un mécanisme indépendant pour surveiller le respect du droit de l'UE et du droit international pendant cette étape. Pour ce qui est du règlement Eurodac, il prévoit que désormais des images faciales seront collectées et elles seront peut-être comparées automatiquement dans le futur et que les données biométriques seront désormais collectées à partir de l'âge de 6 ans contre 14 aujourd'hui. Il est aussi prévu que Eurodac s'applique aux réinstallés et aux bénéficiaires de la protection temporaire. Alors ça, ce sera en fonction d'une future analyse d'impact. Donc pour l'instant, ça ne s'applique pas. Le règlement gestion remplacera le règlement Dublin. La plupart des règles concernant la détermination de l'État responsable ont été reprises, mais un critère a été ajouté. Il concerne les demandeurs avec un diplôme ou un certificat de compétence délivré par un État membre. Ces demandeurs pourront, sous certaines conditions, voir leur demande examinée par l'État du diplôme ou du certificat. Il est à noter que séjourner dans un État membre pendant une période continue d'au moins 5 mois avant d'introduire sa demande ne fait plus partie des critères de détermination. Les normes de cessation de responsabilité ont vu leur délai augmenter, donc il sera plus difficile pour un pays de se libérer de ses obligations d'examen. En revanche, les demandes de reprise en charge, c'est-à-dire quand il y a eu une demande qui a déjà été enregistrée, sont elles devenues de simples notifications. Qui plus est, le défaut de notification dans le délai imparti sera sans préjudice de l'obligation de l'État responsable de reprendre la personne concernée. Donc, il y a des craintes que les pays de première entrée se voient avec une charge plus importante que les autres, encore une fois. Les possibilités de rétention ont aussi été élargies. L'une des grandes nouveautés concerne la mise en place d'un cadre commun de gestion et un mécanisme de solidarité. Ce cadre oblige notamment les États à favoriser une coopération avec des pays tiers et de son côté, la Commission élaborera des stratégies européennes quinquennales non contraignantes. Elle adoptera en outre chaque année un rapport évaluant la situation de l'UE et des États membres. Une réserve de solidarité sera créée avec un coordinateur de la solidarité. La réserve contiendra des propositions de relocalisation, des contributions financières ou d'autres contributions de solidarité en fonction d'une clé de répartition entre États membres, prenant en compte le PIB et la population de chaque État pour soulager les États accueillant beaucoup. Le règlement procédure, lui, dispose, et entre beaucoup d'autres choses, que l'enregistrement devra avoir lieu en 5 jours ouvrables et 15 s'il y a beaucoup de demandes, contre 3 et 10 actuellement. Il y aura 21 jours pour l'introduction et les étapes pourront être confondues en une seule, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Les autorités compétentes évalueront individuellement si les demandeurs ont besoin de garanties procédurales spéciales. Oui, je vais ralentir.
dès que possible après la présentation d'une demande dans un délai de 30 jours. Si des demandeurs ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales ou d'accueil spécial, ils devront recevoir le soutien nécessaire. Donc, c'est-à-dire pas de procédure accélérée ou pas de procédure à la frontière. Une décision de retour devra être rendue dans le cadre d'une décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct, mais en même temps. Et les recours seront en général conjoints. Le concept de pays tiers sûr est toujours présent et il est prévu qu'une liste européenne de pays tiers sûrs naisse. Un élément préoccupant relatif à ce concept est la présomption de sûreté lorsqu'un accord est passé avec l'Union européenne. Et un point positif de la réforme est que désormais, il faudra qu'il y ait un lien de connexion pour pouvoir envoyer une personne dans un pays tiers sûr. Avant, le lien de connexion était laissé à l'appréciation des États membres. Ils pouvaient décider d'appliquer ce lien ou pas. En plus, quand je dis appliquer ce lien, c'était décider s'il fallait un lien de connexion ou pas avant d'envoyer la personne dans le pays tiers sûr. En plus des cas actuels de procédure accélérée, s'ajoute le critère suivant. Donc, si le demandeur est ressortissant d'un pays tiers pour lequel le taux de protection de ses ressortissants, selon les dernières données disponibles d'Eurostat, concernant la moyenne annuelle à l'échelle de l'UE, de 20% ou moins. Une procédure à la frontière sera aussi parfois obligatoire, avec des possibilités de rétention encore une fois. Et c'est le cas si le demandeur entre dans la dite règle des 20%. Et les familles avec mineurs ne sont pas exclues. Les mineurs non accompagnés le sont, sauf s'ils présentent un risque pour la sécurité. Et chaque État membre sera tenu de réaliser un certain nombre de procédures à la frontière. Ce nombre augmentera graduellement avec les années. Cette procédure ne devrait pas dépasser les 12 semaines. Le règlement crise, cette fois, prévoit des mesures renforcées de solidarité en cas de difficulté, que ce soit de l'instrumentalisation, une force majeure ou de fortes arrivées, ainsi que des règles permettant de déroger aux règles habituelles. Les États membres devront établir des stratégies afin de répondre à ces difficultés. Par manque de temps, je ne me pencherai pas sur les autres textes. Je vais juste mentionner que l'accès au marché du travail est passé de 9 à 6 mois pour les demandeurs d'asile, mais que ça ne changera rien en France, et que les États membres devront contrôler que les conditions d'accueil soient adéquates. Enfin, la protection temporaire. À la fin de l'année 2023, 4 275 865 personnes déplacées par la guerre russe. Élise, tu as dû couper ton micro par inadvertance. Ah, je pense qu'il s'est coupé automatiquement. Donc, vous êtes resté où? Sur le mot russe, la guerre en Ukraine. Ok. Donc, plus de 4 millions de personnes avaient un statut de protection en fin 2023. Fin 2022, c'était 3 826 600. Près des 2 tiers de tous les bénéficiaires étaient des femmes, la plupart de 35 à 64 ans, et un tiers du total étaient des mineurs. Les États membres accueillant le plus grand nombre de bénéficiaires en 2023 étaient l'Allemagne, 29% du total. Vous retrouverez un article spécifique sur l'accueil des Ukrainiens en Allemagne dans le rapport. La Pologne, 22%, et la République tchèque, 9%. Si on rapporte ces données au nombre d'habitants, les États membres accueillant le plus grand nombre de bénéficiaires étaient la République tchèque, 35 bénéficiaires pour 1000 habitants, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne, chacun avec 26 personnes pour 1000 habitants. La moyenne dans l'UE était de 9,5 bénéficiaires de la protection temporaire pour 1000 habitants, et la France est dernière de ce classement avec seulement 1 bénéficiaire pour 1000 habitants. Si les bénéficiaires étaient plus nombreux en 2023 qu'en 2022, le nombre de nouvelles décisions accordant une protection a baissé, puisque les arrivées se sont surtout concentrées sur 2022. Vous trouverez dans le rapport des données statistiques concernant les mineurs d'Ukraine spécifiquement dans le rapport.
L'enquête Flash Eurobaromètre, commandée par la Commission européenne, qui a été menée en 2022 et en 2023, montre que le soutien global à l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine dans l'UE a diminué, mais reste tout de même élevé. 79% des personnes interrogées approuvent l'accueil des réfugiés d'Ukraine, qui est un pourcentage légèrement inférieur à celui de l'année précédente, qui était de 88%. Les résultats indiquent qu'il existe des différences notables entre les États membres. La République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie sont les États où le taux d'approbation ont le plus diminué. Le Danemark est le seul État membre où la part des répondants approuvant l'accueil a légèrement augmenté. Il y a moins de soutien pour fournir des logements publics aux personnes déplacées d'Ukraine ou leur permettre de se déplacer librement dans l'UE que pour les 3 autres aspects de la protection, c'est-à-dire l'accès à l'éducation publique, aux soins de santé et au marché du travail. Du côté des réfugiés, d'après une enquête de l'Agence européenne de l'asile de février 2023, la majorité des répondants vit dans des logements privés hébergés par des familles nationales, ça représente 26% des répondants, seuls, ça représente 19% des répondants, ou avec des amis ou des membres de la famille, ce qui représente 17% des répondants. Toujours d'après les répondants, l'apprentissage de la langue, la reconnaissance des qualifications, et la garde d'enfants et les obstacles à la scolarisation sont les principales difficultés. Sachant que la plupart des répondants ont fini un cursus universitaire. Vous pourrez trouver dans le rapport un article de Save the Children Pologne sur les obstacles à la scolarisation des enfants ukrainiens. Enfin, plus de la moitié des 10 répondants prévoient de retourner temporairement en Ukraine. Pour finir, la protection temporaire a été prolongée pour une 4e année, donc c'est-à-dire jusqu'à mars 2026, la semaine passée. Une interprétation large des délais de la directive de 2001 a été privilégiée pour permettre cette prolongation. Cela pose la question de la temporalité et de la précarité du statut. Dans le rapport, nous avons énuméré plusieurs options de protection pour les bénéficiaires pour sortir de la protection temporaire. Chacune a des points forts et des lacunes. Je vous laisserai les voir. Et vous trouverez également dans le rapport des statistiques sur les transferts Dublin au niveau de l'UE, une explication du mécanisme de plainte de l'Agence de l'UE pour l'asile et une sélection de jurisprudence européenne. Merci pour votre attention. Merci Élise pour cette présentation dense, mais qui n'est qu'une infime partie de ce qu'on peut trouver dans le rapport. Je donne la parole à Laurent Delbos donc pour la dernière intervention concernant la situation d'asile en France. Bonjour à toutes et à tous, merci Sylvestre. Donc on va maintenant centrer le sujet sur les enjeux nationaux, après avoir vu les enjeux dans le monde et la place en Europe de ce sujet asile. Donc dans le rapport qu'on vous présente aujourd'hui, le rapport annuel l'état des lieux proposé par Forum Réfugiés, on se pose tout d'abord la question de l'accès à la procédure d'asile, c'est-à-dire comment les gens peuvent accéder à la procédure d'asile en France. Donc sur cette question de l'accès à la procédure d'asile, il y a un premier enjeu qui est celui des frontières. La plupart des personnes qui viennent en France arrivent par ce qu'on appelle les frontières intérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire des frontières qui sont internes à l'espace Schengen. Et sur ces frontières intérieures, l'année 2023 a été marquée à la fois par une clarification du cadre juridique par la Cour de justice de l'Union européenne, puis par le Conseil d'État en février 2024, qui sont venus en fait indiquer que les pratiques de refus d'entrée qui étaient menées par les autorités françaises depuis plusieurs années étaient illégales et qu'il fallait appliquer un autre cadre juridique qui est en fait celui globalement le même que lors d'une interpellation sur le territoire, puisque dès lors qu'on est à l'intérieur de l'espace Schengen, on ne peut pas appliquer le même cadre que si on se trouvait à une frontière extérieure de l'Union européenne. Donc ça doit amener les autorités françaises à changer leurs pratiques, et donc avec un cadre qui devrait être normalement plus protecteur pour les personnes. On a aussi un élément marquant sur cette question de la frontière interne, avec un rapport du Défenseur des droits du 23 avril 2024, qui est venu confirmer, avec une analyse juridique très détaillée, issue de pratiques de terrain, d'analyse de la situation, qui est venu confirmer que depuis plusieurs années, puisque le rétablissement des contrôles aux frontières internes date maintenant de 2015, depuis 2015, il y a systématiquement, quotidiennement, des violations du droit d'asile, c'est-à-dire des pratiques policières qui consistent à ne pas prendre en compte le droit d'asile, en contradiction avec ce qu'impose le droit français, le droit européen également. Et donc cette analyse du Défenseur des droits, finalement, ne fait que confirmer une situation qui avait été largement documentée depuis toutes ces années, mais qui malheureusement perdure et sur lequel
il est nécessaire d'apporter des changements. Pour les personnes qui sont rentrées sur le territoire, ils vont se présenter à une structure de premier accueil pour demandeurs d'asile qui va leur remettre une convocation pour les guichets uniques pour demandeurs d'asile. Il y a eu pendant quelques années, au début de la mise en place de ces guichets uniques, un enjeu lié au délai de convocation qui était extrêmement long. On est revenu à la normale en 2023, puisque sur les données statistiques qu'on a pu obtenir sur les 8 premiers mois de l'année 2023, on était à un délai entre l'ASPADA et le guichet unique pour demandeurs d'asile de 3,1 jours, donc conforme au délai légal qui est de 3 jours. Pour ceux qui donc se présentent en GUDA, en guichet unique pour demandeurs d'asile, on voit des statistiques qui démontrent que la demande d'asile est en hausse en France en 2023, avec des premières demandes qui sont en hausse de 6% auprès de ces guichets uniques pour demandeurs d'asile. Et si on prend l'ensemble des premières demandes d'asile, c'est-à-dire si on ajoute aussi les demandes qui sont liées à la réinstallation des personnes qui ne passent pas par les guichets uniques ou les demandes d'asile en rétention, on a 149 511 premières demandes qui ont été enregistrées par la France en 2023. C'est un nombre record que je vais quand même relativiser. On a vu les chiffres mondiaux, les besoins extrêmement importants à l'échelle internationale tout à l'heure. On a vu aussi à l'échelle européenne la part que prennent chacun des pays. On a vu tout à l'heure, la France, si on rapporte à sa population, la France n'est que le 16e pays européen qui accueille les demandeurs d'asile. Donc là aussi, l'idée que la France prendrait une part très importante de ce sujet, etc. Non, la France est en queue de peloton sur l'accueil des demandeurs d'asile en Europe, avec malgré tout un nombre qui est assez conséquent, presque 150 000 premières demandes d'asile en 2023. Parmi cette question de la demande d'asile, une partie importante des personnes, quand elles se présentent en guichet unique, sont placées sous procédure Dublin. Ça représente environ un tiers des demandes, une personne sur trois à qui on ne va pas remettre un formulaire de demande d'asile, mais pour qui on va enclencher une procédure de détermination de l'État responsable. Donc il y a eu en 2023 presque 50 000 requêtes qui ont été adressées par la France à d'autres États européens pour demander de reprendre des personnes ou de prendre en charge des personnes sous le règlement Dublin, et un taux de transfert qui est extrêmement bas, une fois de plus, et encore plus bas que les années précédentes, puisque seulement 5,5% de ces requêtes ont abouti à un transfert effectif. Ce qui veut dire que pour entre 94 et 95% des personnes qui ont été placées sous règlement Dublin, cette procédure n'a abouti à rien d'autre que retarder la demande d'asile, placer les personnes dans une situation d'errance et de précarité prolongée, et également générer un travail extrêmement lourd et coûteux pour l'administration. Donc on voit là un règlement qui démontre une fois de plus son inefficacité. Voilà, on place près de 50 000 personnes, on en transfère à peine 3 000 vers d'autres pays. Des transferts qui ont lieu principalement vers l'Allemagne pour un tiers des personnes, l'Espagne, l'Autriche. Un élément marquant en 2023, c'est qu'il y a un énorme recul des transferts vers l'Italie, puisqu'il y a eu une décision des autorités italiennes qui a été notifiée, qui indique que les autorités italiennes refusaient de prendre les personnes sous règlement Dublin depuis une circulaire du 5 décembre 2022, qui a permis en fait de contester devant les tribunaux la plupart des placements qui menaient vers l'Italie. Donc l'Italie n'a quasiment pas reçu de transfert Dublin depuis la France. Et donc beaucoup finalement, ces transferts Dublin aboutissent à beaucoup de requalifications, c'est-à-dire des personnes qui, in fine, voient leur demande requalifiée parce que le transfert échoue pour tout un tas de raisons, parce que les États ne répondent pas dans la délai, parce que les personnes ne répondent pas aux convocations des autorités, etc. Il y a tout un tas de situations qui fait que 94 à 95% des personnes ne sont pas transférées et peuvent, au bout d'un certain délai, revenir dans la procédure française. Et donc, c'est ce qu'on appelle les procédures Dublin éteintes. Et donc, il y en a eu plus de 16 000 en 2023 pour des personnes qui avaient leur procédure Dublin entamée avant 2023 et qui, en 2023, ont vu leur procédure requalifiée dans la demande française. On arrive maintenant du coup à cette question de l'asile à l'OFPRA, puisque toutes ces personnes, qu'elles aient leur demande éteinte ou qu'elles soient directement placées en procédure normale ou accélérée, peuvent accéder à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a donc enregistré de son côté 142 649 demandes de protection, en hausse de 9%. Et parmi ça, il y a 91 000, près de 92 000 premières demandes. Les principaux pays d'origine, à noter l'Afghanistan, c'est la 6e année consécutive que l'Afghanistan est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile en France.
suivi du Bangladesh, de la Turquie, de la Géorgie et de la République démocratique du Congo. Vous avez là un tableau très détaillé qui se trouve dans le rapport avec tous ces éléments. Qu'est-ce qu'ont donné ces demandes d'asile finalement en termes de protection? Donc l'instruction des demandes d'asile a mené à la protection de presque 61 000 personnes en 2023. C'est un record, c'est notable et c'est un point important, hein. On va porter aussi dans cette présentation des éléments un peu critiques de notre système d'asile. Il faut noter quand même qu'on a un système d'asile qui a permis de protéger 61 000 personnes l'année dernière. On était à 56 000 à peu près l'année précédente. On est vraiment sur des niveaux records. Jamais la France n'avait protégé autant de personnes en une seule année. Il faut le noter et le saluer. Avec un taux d'accord à l'OFPRA qui est en hausse, assez notable aussi. Presque un tiers des demandes ont une réponse positive à l'OFPRA et un peu plus de 20% auprès de la CNDA. Les principaux pays d'origine des personnes protégées sont l'Afghanistan, la Syrie, la Turquie, la RDC, la Côte d'Ivoire. On a parmi ces protections, comme vous le savez peut-être, hein, quand on dit protection au titre de l'asile, on obtient le statut de réfugié ou bien la protection subsidiaire. La part des protections subsidiaires est en hausse avec 26,5%. On était vers les 22% l'année précédente, mais malgré tout, on voit qu'il y a un niveau de protection subsidiaire qui est plus bas, une part des protections subsidiaires qui est plus bas que les années avant 2022 où on avait une tendance à la protection subsidiaire qui prenait une place de plus en plus importante au détriment du statut de réfugié qui est un petit peu plus protecteur. Mais finalement, cette tendance ne se confirme pas tout à fait. On a encore le statut de réfugié qui reste largement dominant dans les protections. À noter, on a parlé tout à l'heure, Élise a évoqué la situation des mineurs non accompagnés. Il y a assez peu de mineurs non accompagnés qui demandent l'asile en France, malheureusement, parce que c'est une procédure qui est assez méconnue par les accompagnants de ces jeunes. Et je dis malheureusement parce qu'on constate que quand il y a une demande d'asile qui est faite pour ces jeunes, ça aboutit presque toujours à une protection. On était à un taux d'accord à l'OFPRA simplement de 84% hein, pour ces MNA en 2023. Et si on ajoute la CNDA, on est presque à 90%, donc presque 9 demandes sur 10 de MNA aboutissent à une protection. Et c'est un fait notable aussi dans ce paysage-là. Aussi sur la question de la protection, il faut noter la question des pays d'origine sûrs, puisque la question des pays d'origine sûrs, il y a de nombreux demandeurs dont on considère qu'ils viennent d'un pays qui est placé sur une liste considérée comme sûr, de pays sûrs, et sur lesquels on va abaisser les garanties procédurales avec un abaissement majeur qui est intervenu en 2018, c'est que depuis 2018, ces personnes, normalement, si le droit était appliqué correctement, devraient quitter les lieux d'hébergement dès le rejet de l'OFPRA et pourraient se voir délivrer une OQTF, être éloignés vers leur pays sans même avoir accès à la Cour nationale du droit d'asile. C'est ce que prévoit notre droit. Malgré tout, un certain nombre de personnes arrivent à rester ici, arrivent à accéder à la demande d'asile, à la Cour nationale du droit d'asile, pardon, et on se rend compte qu'il y a en tout plus de 2200 personnes qui ont été protégées alors qu'elles venaient de pays d'origine sûre, et sur ces 2200, il y en a 682 qui ont été protégées devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est à noter puisque ça veut dire que si le droit était respecté à la lettre, on aurait renvoyé 682 personnes chez elles alors qu'elles risquaient des persécutions et qu'elles auraient probablement été persécutées dans leur pays d'origine. Donc ça fait partie des choses importantes et des ajustements importants qu'on demande à Forum Réfugiés comme dans d'autres associations, c'est de supprimer cet abaissement des garanties procédurales et cette notion de pays d'origine sûr qui aboutit en fait à une protection et à une instruction au rabais pour ces personnes, alors que de nombreuses personnes, malgré le fait qu'elles viennent de pays d'origine sûre, ont des craintes réelles en cas de retour. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OFPRA qui l'a dit pour des milliers de personnes et la Cour nationale du droit d'asile. Sur les délais d'instruction, un petit mot, puisque c'est aussi un angle important des politiques publiques, les délais d'instruction poursuivent leur baisse, ça va de plus en plus vite. On avait 310 jours en moyenne en 2023 pour l'ensemble de la demande d'asile, environ 4 mois à l'OFPRA, environ 6 mois à la Cour nationale du droit d'asile. Il faut ajouter les délais entre les deux, un mois de recours pour la CNDA, 21 jours pour envoyer son dossier OFPRA. Donc du point de vue du demandeur d'asile, globalement en 2023, une personne voyait sa demande traitée en moyenne en à peu près un an entre le moment où elle exprime sa volonté de demander l'asile et le moment où elle voit où elle a une réponse définitive à sa demande d'asile. Sur la question de l'instruction, je signale aussi qu'on a dans le rapport une partie qui peut intéresser les nombreux juristes, avocats, etc. qui sont en ligne. On a un topo et une analyse des principales jurisprudences sur l'asile en France qui ont été prises, des principales décisions qui ont été prises en 2023.
L'accueil des demandeurs d'asile, désormais, qui est aussi un point important de notre système d'asile, hein, je le rappelle, ça n'est pas quelque chose d'accessoire. On ne peut pas avoir un système d'asile efficace si on n'accueille pas correctement les demandeurs d'asile. L'accueil des demandeurs d'asile, c'est ce qui permet aux personnes d'être dans les meilleures capacités, dans les meilleures conditions pour exprimer leurs craintes en cas de retour et donc pour voir leurs demandes correctement instruites. Un demandeur d'asile mal accueilli, mal accompagné, c'est un demandeur d'asile qui potentiellement ne peut pas bien exprimer ses craintes en cas de retour et qui potentiellement peut se voir rejeter sa demande d'asile alors même que celle-ci est fondée, mais parce qu'il n'a pas eu les conditions pour bien l'exprimer. Donc l'accueil des demandeurs d'asile, c'est un point fondamental. Cet accueil des demandeurs d'asile, c'est aussi, et là je répète malheureusement année après année ce constat-là, c'est aussi l'un des points noirs de notre système d'asile aujourd'hui en France, puisque un premier constat qu'on fait dans ce rapport à travers des recherches statistiques qu'on a faites, qui ne sont pas simples à trouver, parce que ce n'est pas des chiffres qui alimentent trop le débat public, alors que selon nous, elles sont assez fondamentales pour analyser notre système d'asile et son efficacité. On a tout d'abord un constat un peu inquiétant de près d'un tiers des demandeurs d'asile, à peu près 30% des demandeurs d'asile, qui n'ont aucune condition matérielle d'accueil. C'est-à-dire que là, on ne parle pas des personnes qui ont un hébergement, CADA, etc. On parle de personnes. On prend l'ensemble des demandeurs d'asile à la fin de l'année 2023, 146 000 demandes en cours d'instruction dans les préfectures françaises. Et sur ces 146 000, 102 000 qui bénéficiaient des conditions matérielles d'accueil. Donc ça fait à peu près 70%. Donc 30% n'ont pas de conditions d'accueil, donc ni hébergement, ni allocation pour demandeurs d'asile. Donc ils sont dans la plus grande précarité, avec aucune aide matérielle fournie par l'État. Ce qui pose d'ailleurs une question de conformité au droit européen, hein, qui indique que même quand on prive quelqu'un des conditions d'accueil, on doit quand même fournir une aide minimale. Cette aide minimale, aujourd'hui, n'existe pas dans le système français. Et donc, ça, c'est le premier constat. On détaille aussi hein, l'utilisation de l'allocation pour demandeurs d'asile, plus spécifiquement, avec la question de la budgétisation aussi. On est dans des sujets un peu politiques, un peu techniques, mais qui sont intéressants à comprendre. C'est que le législateur, depuis 2 ans, n'intègre pas dans les lois de finances le budget de l'ADA lié aux personnes réfugiées d'Ukraine, qui sont aussi bénéficiaires de l'ADA et qui ne sont pas budgétés dans le budget de l'État, ce qui amène la Cour des comptes à dénoncer un manque de sincérité budgétaire, et ce qui a amené en 2023 à ce que le budget de l'ADA soit dépassé de plus de 35%. Mais puisqu'on n'avait pas prévu quelque chose qui était pourtant prévisible, c'est la présence en France de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés d'Ukraine qui sont aussi bénéficiaires de cette ADA et qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, qui ne concernaient que les demandeurs d'asile. Sur ceux qui ont les conditions matérielles d'accueil, une partie d'entre eux peuvent être éligibles à un hébergement. Alors là aussi, hein, on resserre un peu le sujet. Parmi ceux qui ont les CMA, les 70% de demandeurs d'asile, combien sont hébergés? Donc on a un système d'accueil et un dispositif national d'accueil qui est en hausse constante ces dernières années. Il faut aussi le noter, il faut aussi le saluer. Les pouvoirs publics créent des places régulièrement pour ce public-là, ce qui aboutit à un total d'un peu plus de 108 000 places financées par le ministère de l'Intérieur fin 2023 pour les demandeurs d'asile. Cette évolution, elle s'est faite malgré tout avec un certain désordre, en tout cas une multiplication des types de dispositifs, des spécialisations, etc. et donc des prix de journée. On a aussi là fait une recherche dans le cadre du rapport qui nous amène à démontrer qu'il y a des prix de journée qui vont de 18,8% pour 8 euros pour le prix de journée le plus bas, jusqu'à 34,5 euros au jour pour certains dispositifs. Et donc, en fait, tout ça fait aussi, rend aussi la gestion du dispositif assez compliquée pour tout le monde. Et si on fait un petit calcul rapide, on se rend compte que ce budget d'hébergement, en fait, si on n'avait que des places CADA, au prix CADA, on pourrait avoir 124 743 places de CADA avec ce budget, au lieu des 108 000 places qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on pourrait avoir un système qui serait plus simple et plus conséquent. Et en 2024, hein, sur ces créations de places, on aura 1000 nouvelles places qui devraient être créées. En tout cas, c'est ce qui était prévu dans la loi de finances. Et sur la question de l'accueil, on a dit qu'il y avait à peu près 108 000 places. En réalité, ces 108 000 places ne sont pas toutes disponibles et ne sont pas toutes occupées par des demandeurs d'asile. D'après les chiffres que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fournis à la CIMAD et que la CIMAD a mis en ligne sur son site, on salue d'ailleurs ce travail de la CIMAD qui obtient des chiffres et qui les rend publics, hein, parce que c'est assez difficile sinon d'avoir des données publiques sur ce sujet-là. Eh bien, on se rend compte que seulement
63,5% des places hors KES, donc des places CADA et UDA, étaient occupées par des demandeurs d'asile. Les autres places étaient occupées principalement par des réfugiés en manque de solutions pour l'intégration, qui n'arrivent pas à sortir des centres et à s'intégrer dans un logement, et par des déboutés aussi, certains en présence autorisée, certains en présence indue. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y avait à peu près 61 000 demandeurs d'asile hébergés fin 2023 dans le dispositif national d'accueil, hors KES. Et donc, ça représente 61% des demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Donc, 30% des demandeurs d'asile n'ont pas les conditions matérielles d'accueil, et sur ceux qui ont les conditions matérielles d'accueil, il y en a 61% qui sont hébergés au sein du DNA. Donc c'est très peu, c'est insuffisant, il y a une couverture des besoins qui reste insuffisante et c'est structurel depuis plusieurs années. Si on resserre le chiffre sur les structures de premier accueil pour demandeurs d'asile gérées par Forum Réfugiés, c'est des chiffres que vous pouvez trouver aussi dans notre rapport d'activité qui est sur notre site internet. Eh bien, dans nos SPADA, et on gère des SPADA conséquentes, notamment la SPADA de Lyon et de Marseille, c'est plus de 5 000 demandeurs d'asile qui sont accueillis, accompagnés chaque année. Eh bien, les personnes qui arrivent à la SPADA, on en oriente en moyenne que 27% vers l'hébergement. Ça veut dire que la plupart des demandeurs d'asile, les 3/4 des demandeurs d'asile, restent accompagnés par les SPADA pendant toute la durée de leur demande d'asile. Donc ce dispositif qui devait être un peu secondaire, subsidiaire pour un accompagnement de ceux qui ne peuvent pas être hébergés, devient et en réalité ne devient pas, il est depuis plusieurs années, le dispositif principal d'accompagnement des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. La question de l'accueil, elle a aussi été marquée depuis quelques années par la question de la répartition nationale des demandeurs d'asile. La répartition nationale des demandeurs d'asile, c'est une politique qui est issue notamment d'un schéma qui a été publié en décembre 2020, qui s'appelle le schéma national d'accueil, qui consiste à prévoir l'orientation directive depuis l'Île-de-France vers d'autres régions. C'est-à-dire quelqu'un qui se présente en Île-de-France, du guichet unique, on va lui proposer une place d'hébergement qui ne sera pas en Île-de-France, qui sera dans une autre région. Alors ça a donné lieu à 57 000 orientations depuis 2021. Depuis l'Île-de-France, 57 000 dans le cadre de ce schéma national. On a eu également la création l'année dernière d'un nouveau type de dispositif qui s'appelle les SAS régionaux d'accueil, qui, elles, ont permis l'orientation d'à peu près 3 500 personnes. Et ce dispositif, donc, il est perçu souvent par les pouvoirs publics comme étant intéressant, positif. Il y a effectivement un aspect positif, c'est que ça vient desserrer l'Île-de-France, qui est saturée de toutes parts et qui accueille énormément de demandeurs d'asile. C'est un déséquilibre qui est important et qu'il faut corriger effectivement, puisque l'Île-de-France n'a pas des capacités suffisantes en termes de logement, d'hébergement, etc. pour accueillir presque 50% des demandeurs d'asile comme c'était le cas il y a quelques années. Donc ça a cet effet positif, ça fait baisser la part des demandeurs d'asile en Île-de-France. Mais il y a des effets négatifs à cette répartition nationale qu'on souligne dans ce rapport. Le premier effet, c'est que ça a participé, je vous disais tout à l'heure, à ce que beaucoup de demandeurs d'asile n'aient plus de conditions matérielles d'accueil, puisque beaucoup de demandeurs en Île-de-France, à qui on a dit on vous oriente dans une autre région, ont refusé ou ne se sont pas rendus dans cette région, ce qui a eu pour conséquence de supprimer toute condition matérielle d'accueil. Donc des personnes qui étaient à Paris, en errance, parfois en précarité, mais bénéficiaires de l'ADA, se retrouvent maintenant à Paris en errance, en précarité, sans l'ADA en plus, donc dans une plus grande précarité. Et aussi et surtout, ce qu'on constate, nous, en tant que gestionnaires de dispositifs présents dans tout un tas, dans une quinzaine de départements français, dans plusieurs régions, c'est qu'en fait, cette orientation régionale, elle a pour effet de saturer les dispositifs de l'asile dans les régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on a fait un petit calcul aussi, c'est le petit tableau en bas à droite du PowerPoint, on a demandé à nos amis et collègues de France Terre d'Asile, dire tiens, comment ça se passe en Île-de-France quand quelqu'un se présente, in fine, combien de pourcents de chance, combien de pourcents des personnes sont orientées vers un hébergement. Eh bien, on voit qu'à Paris, parmi les personnes qui sont reçues en SPADA en première intention, eh bien, 57% d'entre elles, in fine, seront orientées vers l'hébergement. À Créteil, on monte même à 74%. Quand à Lyon, on reste à un nombre de 25% seulement des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus de chances d'être hébergé en étant en Île-de-France qu'en étant dans une autre région, ce qui aboutit à quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'en réalité, le dispositif visait à désengorger l'Île-de-France, mais aujourd'hui, pour être hébergé et pour avoir plus de chances d'être hébergé, eh bien, il faut se rendre en Île-de-France et c'est à partir de là que se fait l'orientation principalement, et aujourd'hui, beaucoup de places au niveau local sont captées par ces orientations nationales. Donc, il y a des corrections importantes, selon nous, à apporter et des orientations, de répartition à faire aussi depuis les grandes métropoles régionales.
L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale, pour terminer cette présentation. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont une protection, hein, les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. On se rend compte qu'il y a aussi une augmentation des places d'hébergement dans ces lieux dédiés qu'on appelle les centres provisoires d'hébergement, presque 11 000 places disponibles fin 2023. Un accès au logement aussi qui est important, 15 245 logements mobilisés pour ces réfugiés. Ça a bénéficié à presque 32 000 personnes. Donc des politiques qui se renforcent, s'améliorent sur ces sujets-là. On peut aussi parler du programme Agir qui s'est déployé dans 50 départements à la fin 2023, qui sera généralisé en 2024. On cite sur le programme Agir malgré tout quelques difficultés qui ont été notées dans des rapports parlementaires et qu'on constate nous aussi à notre échelle, des difficultés liées à l'articulation entre SPADA, Agir, le délai d'orientation vers Agir, etc., les partenariats au niveau local. Il y a encore plein de choses qui sont perfectibles. Et surtout, sur la question de l'intégration, on souligne deux sujets de préoccupation majeure. Le premier, c'est lié à la question des délais de délivrance des actes d'état civil par l'OFPRA, qui ne cessent d'augmenter, malgré les moyens supplémentaires qui sont accordés à l'OFPRA chaque année sur ces sujets-là. Vous voyez le petit graphique, on était à 351 jours, donc presque un an de délai moyen de délivrance des actes d'état civil pour ceux qui obtiennent une protection en 2023. Et ce délai de délivrance, en réalité, il bloque tout un tas de démarches, notamment l'obtention du titre de séjour, qui vient se confronter à une autre difficulté liée au portail numérique ANEF, qui aussi bloque certaines démarches d'intégration, et aussi des difficultés qu'on vient relever dans le rapport liées à la réunification familiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de consulats dans lesquels il n'est tout simplement pas possible de se rendre pour faire une demande de réunification familiale. Donc ce droit fondamental à la vie familiale, à la vie en famille, aujourd'hui n'est pas respecté. Des personnes qui veulent faire venir leur famille voient ces familles bloquées, sans aucune solution, sans aucun guichet pour leur répondre, pour instruire cette demande de visa au titre de la réunification familiale. La réinstallation, ça a concerné à peu près 3000 personnes en 2023 et la France a revu ses objectifs à la baisse pour 2024. Malheureusement, il devrait y avoir 3000 personnes aussi, mais en raison de tout un tas de situations géopolitiques compliquées, on peut citer le Niger, on peut citer le Liban, enfin des gros pays dans lesquels la France agissait en termes de réinstallation, ça devient plus compliqué, et également des suspensions liées à la période des Jeux Olympiques, puisque ça mobilise aussi tout un tas de services qui étaient impliqués dans la réinstallation. Dernier slide pour vous parler aussi de la protection temporaire des réfugiés d'Ukraine, qui est un sujet parallèle à celui de l'asile, mais évidemment qui rejoint la question de l'asile. On parle bien de réfugiés, on parle bien de personnes qui fuient la guerre, mais qui ne sont pas dans le système d'asile, qui sont dans un système parallèle qui est celui de la protection temporaire. Cette protection temporaire, on a toujours beaucoup de mal à quantifier un petit peu combien de personnes ça concerne, puisque les données qu'on a, c'est les données qui concernent les autorisations provisoires de séjour, mais ça ne concerne du coup que les adultes. Donc, y compris, tout à l'heure, Élise comparait des chiffres européens. Le chiffre que la France donne à l'échelle européenne, c'est les adultes. Donc, ce qui rend la comparaison aussi un peu difficile avec d'autres pays qui, eux, intègrent aussi les enfants. Donc, on a les chiffres pour les adultes, en tout 103 000 premières APS délivrées, des renouvellements aussi, puisque c'est tous les 6 mois qu'on doit renouveler, donc des renouvellements qui sont plus nombreux. L'estimation, c'est qu'il y a à peu près 100 000 réfugiés d'Ukraine à peu près qui sont présents en France. L'ADA était versée à 62 900 d'entre eux. Ils ne sont pas tous éligibles à l'ADA. Dès lors qu'ils ont des revenus, qu'ils travaillent, ils ne sont plus éligibles à l'ADA, ces bénéficiaires de la protection. Sur l'hébergement, il y avait encore un peu plus de 13 000 places qui étaient ouvertes fin 2023 pour ce public et occupées par un peu plus de 10 000 personnes. Il y avait environ 10 000 personnes qui étaient aussi dans l'hébergement citoyen. On a dans le rapport un focus, une synthèse par le HCR, qu'on remercie aussi au passage, sur cette étude qui a été faite et qui a été produite en février sur l'hébergement citoyen, qui est extrêmement intéressante. Et on a aussi un recensement d'à peu près 28 000 bénéficiaires de la protection temporaire qui ont accédé au logement. Pour tous les autres, on ne sait pas, ils ne sont pas recensés, on ne sait pas quelles sont leurs solutions d'hébergement. Un rapport parlementaire d'octobre 2023 en termes d'intégration soulignait la baisse de scolarisation. Donc il y a une baisse du nombre d'enfants scolarisés, ce qui est plutôt inquiétant, des bénéficiaires des réfugiés d'Ukraine. Et maîtrise de la langue française qui reste assez limitée, un accès à l'emploi aussi. Donc en termes d'intégration, on est encore sur un tableau qui n'est pas tout à fait idéal et il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être améliorées dans ce sujet-là. Et dernier point, c'est aussi un sujet important qui se pose, c'est l'articulation entre l'asile et la protection temporaire, même si, comme l'a dit Élise,
La protection temporaire, ça a été annoncé, il faut que ce soit encore validé formellement, mais devrait être prolongé jusqu'à mars 2026, ce qui laisse un peu de temps. Mais on voit quand même malgré tout de plus en plus de réfugiés d'Ukraine qui se tournent désormais vers le système d'asile, qui font une demande d'asile. La demande d'asile est en forte augmentation pour les Ukrainiens au début 2024. Parce qu'ils souhaitent avoir une protection durable, ce que n'offre pas la protection temporaire, malgré tout, c'est des APS de 6 mois à renouveler, etc. Donc, on arrive à un système dans lequel la protection temporaire a été conçue pour ne pas emboliser, engorger les systèmes d'asile. Et en réalité, toute cette attente autour de la perspective de prolongation de la protection temporaire amène malgré tout à impacter le système d'asile. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment aux trois intervenants, Johanna, Élise et Laurent. Comme vous l'aurez noté, nous n'avons qu'un aperçu du contenu de ce rapport. Ça donne une idée de sa densité. J'ose dire que c'est une production qui est une véritable mine d'or, unique dans sa réalisation. Je le dis avec d'autant plus d'objectivité que je n'ai aucune contribution personnelle, et que nous avons de nombreux contributeurs. Ils ont été cités, donc je ne veux pas prendre le risque d'en oublier, mais ils ont été cités, des chiffres que nous reprenons ou des données que nous reprenons d'autres institutions, associations. C'est pour ça que je vous incite, sans aucune arrière-pensée mercantile, à en faire l'acquisition, à le faire acheter. Le but n'est pas, vous n'enrichirez pas Forum Réfugiés, vous nous permettrez simplement de maintenir la réalisation de cet ouvrage dans les années suivantes, dans les années futures. Nous allons passer aux questions. Il y a eu quelques questions qui ont été proposées par le fil de conversation. Il y en aura peut-être d'autres qui interviendront dans le temps qu'il nous reste. Rapidement, je remercie les intervenants d'être rapides dans leurs réponses. Une question qui s'adresse, je pense, plutôt à Barbara, pardon, j'ai dit Johanna, c'est Barbara, excuse-moi pour cette erreur de prénom. À Barbara, c'est quelle différence entre protection temporaire et reconnaissance de groupe? Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait cette question-là et la question juste dessous sur en quoi consiste la reconnaissance de groupe. Donc, la différence, c'est que la reconnaissance de groupe, ça va être une reconnaissance, on dit prima facie. Donc, en fait, on part du principe que les personnes réfugiées qui arrivent d'un même pays dont on connaît la situation de conflit généralisé, de violence dans telle région, si toutes les personnes arrivent de la même région, etc. De sorte qu'en fait, on n'a pas besoin d'évaluer les craintes individuelles en cas de retour. Et les pays partent du principe, ou le HCR, suivant si c'est le HCR ou le pays qui fait la procédure, que ces personnes peuvent être immédiatement reconnues comme réfugiés. Ça permet de faciliter l'accès aux services et à l'aide humanitaire dans le pays d'accueil. Donc, ce que je vous disais, c'est que ça, c'est essentiellement fait dans les pays d'accueil en Afrique. Par exemple, pour le Soudan actuellement. Et pas que. La protection temporaire, donc là en l'occurrence, ça a été un dispositif de protection qui relève d'une directive européenne et qui permet d'appliquer, donc d'être activé en cas donc d'afflux important de personnes exilées d'un même pays. Pareil, quand on connaît les circonstances de conflits généralisés, etc., et de très rapidement octroyer un statut qui permet ensuite aux personnes d'accéder rapidement aux aides et aux différents dispositifs dans le pays d'accueil. Donc ça a été activé dans le cas de l'Ukraine en 2022. Merci. Des questions plutôt pour Élise. Alors, une, je ne sais pas si tu pourrais y répondre. Pourquoi poursuivre la réglementation Dublin s'il y a peu d'aboutissement à une reconduite? Et combien de temps après l'échec d'un transfert Dublin, une personne peut-elle déposer une nouvelle demande d'asile en France? Voilà les questions qui ont été posées. Alors, en 2016, il a été question de changer complètement Dublin et de mettre des clés de répartition en fonction aussi du PIB et de la population. Et il y a eu une faute d'accord en 2018. Du coup, la Commission a proposé le pacte en 2020. Et dans le pacte, ils sont venus au mécanisme de Dublin avec quelques changements. Mais du coup, la règle du premier pays d'entrée et le pays compétent pour l'examen de la demande d'asile
quand d'autres critères ne s'appliquent pas, est resté et ça a été adopté. Voilà. Il y a pas, enfin, ils ont décidé de compenser la charge des pays d'entrée par le mécanisme de solidarité. Pour la deuxième question, ce que je peux dire, oui, alors, je vais regarder pour pas dire de bêtises, mais du coup, pour ce qui concerne le critère du pays d'entrée, il me semble que on est à 20 mois de responsabilité. Je regarde et je vous dis ça après. Voilà. Après, ça dépend de la façon dont a été instruite. Alors, des questions en rafale, plutôt pour Laurent. Alors, je ne sais pas si tu as le temps de les voir, mais pourquoi les demandes d'asile ou les demandeurs d'asile n'ont pas au moins l'ADA? Ok. Alors, du coup, juste pour rebondir sur la question d'avant, si la question était de savoir quels sont les délais actuels pour Dublin, aujourd'hui, c'est assez complexe, ça dépend du type de demande, mais il y a un délai dans lequel la France doit saisir le pays, le délai de réponse du pays, etc. Donc, si le pays répond, donc en gros, c'est entre 2 et 3 mois pour saisir, entre 1 et 2 mois pour répondre, etc. Et ensuite, si le pays répond, OK, on accepte de transfert, et là, la France a 6 mois pour transférer la personne. Mais si la personne ne répond pas aux convocations des autorités, etc., elle est considérée comme étant en fuite et ça prolonge de 12 mois. Donc ça veut dire qu'en fait, on parle souvent de ces 18 mois, hein, qui sont les 18 mois pendant lesquels la France, une fois qu'elle a l'accord du pays, a ces 18 mois pour transférer la personne. Et si ça ne se fait pas dans les 18 mois, la personne peut se représenter en préfecture en France et redemander l'asile. Mais la procédure Dublin peut être éteinte aussi bien en 18 mois qu'en 15 jours s'il y a un refus de l'État, ou bien si la France dit finalement j'annule la procédure Dublin et je me déclare responsable. Donc c'est des délais assez complexes, mais voilà, c'est plutôt plusieurs mois la réponse générale. Sinon, pourquoi est-ce que des personnes n'ont pas l'ADA? Tout simplement parce que la loi prévoit tout un tas d'hypothèses dans lesquelles les autorités françaises, donc en l'occurrence l'OFII, hein, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peut refuser, suspendre ou retirer les conditions matérielles d'accueil. Donc, c'est des hypothèses qui sont listées dans la loi. Il y en a tout un tas qui sont assez nombreuses. Je ne vais pas les lister ici. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand la demande a été considérée comme tardive, c'est-à-dire, par exemple, la personne se présente en préfecture, la préfecture constate que la personne est en France depuis plus de 90 jours, ça ne fera pas obstacle à l'enregistrement de la demande d'asile, évidemment. La préfecture va enregistrer la demande, mais elle va la placer en procédure accélérée. Cette personne ou ce ménage se retrouve ensuite auprès de l'OFII et l'OFII va dire cette hypothèse de procédure accélérée parce que demande tardive nous permet de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil. Et globalement, hein, la pratique qu'il faut quand même noter, c'est que quand dans la loi il est indiqué peu, l'OFII souvent applique, c'est-à-dire qu'il y a une application un peu systématique de la part de l'OFII de ces situations dans lesquelles ça n'est normalement qu'une faculté qui doit aussi dépendre, hein, des situations individuelles, etc. Mais malheureusement, on a une application assez systématique de ces hypothèses. Donc voilà, c'est les hypothèses légales, hein, qui permettent aux autorités françaises de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil et donc de ne pas accorder une de ces dimensions qui est l'ADA. Comme indiqué au début merci, comme indiqué au début du webinaire, bon, je ne suis pas certain que nous aurons le temps de répondre à toutes les questions. Il y a une question concernant l'accès au travail pour les BPI. C'est l'une des dernières questions. Voilà, un demandeur d'asile peut-il avoir une autorisation de travail s'il n'a pas reçu de réponse de l'OFPRA après 6 mois d'attente? Oui, enfin, il peut demander, c'est ce que dit le droit français en tout cas, hein, donc il peut solliciter une autorisation de travail, mais qui ne sera pas accordée automatiquement, hein, c'est une des difficultés, c'est qu'il n'a pas un droit au travail au bout de 6 mois d'absence de réponse de l'OFPRA, il a le droit de solliciter une autorisation de travail. Du coup, ça concerne en réalité très peu de personnes parce que l'OFPRA
statuent de plus en plus vite, et parce que pour ceux qui sont dans les 6 mois, eh bien, quand on dit solliciter une autorisation de travail, ça veut dire avoir un employeur qui fait une promesse d'embauche, savoir, etc., faire toutes les démarches, les services de l'État qui vont vérifier que c'est bien un métier qui est en tension sur le territoire sur lequel il y a des besoins de main-d'œuvre. Donc, en fait, ça aboutit à très peu de droits au travail effectifs pour les demandeurs d'asile, hein. On constate surtout sur des secteurs vraiment en tension, le travail saisonnier, etc., dans lequel parfois les demandeurs d'asile arrivent à travailler. Mais globalement, c'est environ 1% des demandeurs d'asile, d'après les dernières données qu'on a, qui travaillent, qui exercent effectivement ce droit au travail ouvert par la loi. Une question sur le périmètre des données chiffrées. Les données du rapport intègrent-elles les statistiques de Mayotte? Oui, quand on en a. Donc, c'est-à-dire que quand on parle des aspects liés à l'instruction des demandes, les demandes d'asile, etc., les données de l'OFPRA intègrent évidemment Mayotte et on les distingue bien dans le rapport, hein. On a tout un tableau sur les demandes outre-mer, sur l'instruction, etc. Sur les conditions d'accueil aussi, on vient lister le nombre de places disponibles dans chacun des territoires. Après, plus on rentre dans le détail, plus les données qui sont fournies par l'OFII souvent se concentrent sur la France métropolitaine. Et donc, dans toute la question de la fluidité, de l'occupation du DNA, etc., outre-mer, on a des données moins détaillées. Mais on a en tout cas effectivement ces données pour l'ensemble dans l'ensemble de l'outre-mer dans le rapport qui sont bien distinguées. Ouais. En complément, le rapport contient-il des chiffres concernant des répartitions par région, département pour les demandeurs d'asile? Oui, tout à fait. Donc on a les chiffres détaillés par préfecture, enfin par département pour les demandes d'asile enregistrées à l'OFPRA. On n'a pas les répartitions par guichet unique pour demandeurs d'asile. Cette statistique n'existe pas, n'est pas disponible au moment où on en parle. Mais au niveau de l'OFPRA, on a les répartitions par région. Et au niveau de la photographie aussi du dispositif national d'accueil, on a aussi cette photographie détaillée par région, hein. Donc on vient indiquer combien il y a de places dans chaque région et quel type de dispositifs aussi sont présents dans chaque région, la répartition entre CADA, SUDA, KES, etc. On a ces données-là dans le rapport, effectivement. Le micro est Ton coupé. micro est coupé. Voilà, je Sylvestre. suis désolé pour le Ouais. tri subjectif, mais est-ce qu'il y a des données aussi concernant de façon précise l'hébergement citoyen? Alors, l'hébergement citoyen des réfugiés d'Ukraine, il y a quelques données liées notamment parce que l'État a mis en place un système de financement des familles qui hébergent. Donc, on a ces données budgétaires, hein, de combien d'argent ont été donnés à combien de ménages pour l'hébergement des réfugiés d'Ukraine. Parce que là, il y a un système étatique encadré par l'État pour l'hébergement citoyen. Pour les autres situations, il n'y a pas de données, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'encadrement de tout ça. Donc, il n'y a pas de données nationales sur combien de demandeurs d'asile ou de BPI seraient hébergés aujourd'hui chez des particuliers. On n'a pas ces données-là. On a simplement les données, hein, d'un programme qui existe, qui est assez marginal, mais qui a le mérite d'exister, mis en place par l'association JRS, qui s'appelle le programme Welcome, qui est un programme d'accueil des demandeurs d'asile en hébergement. Mais c'est très marginal, hein, c'est quelques centaines de personnes par rapport aux dizaines de milliers qui sont aujourd'hui en attente d'hébergement. Une question sur des délais, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des éléments dans le rapport qui concernent la difficulté pour les BPI, hein, pour obtenir le titre définitif? Alors, il n'existe pas de données sur ce sujet-là. Dans les données publiques qui existent aujourd'hui en France, on ne sait pas quels sont les délais entre le moment où la personne fait sa demande aujourd'hui sur l'ANEF, hein, l'administration numérique des étrangers en France, qui est un portail en ligne digital. Donc, entre le moment où il y a une demande et le moment où il y a une réponse pour les BPI, on n'a pas cette donnée-là. Donc, la seule donnée qu'on a sur les délais, c'est la donnée liée à l'état civil que je vous citais tout à l'heure, qui est très dépendante de ça, hein, puisqu'en réalité, un BPI va faire sa demande sur l'ANEF. Et sa demande va rester en suspens, on va dire, tant que l'OFPRA n'a pas établi l'acte d'état civil. Donc finalement, globalement, la durée d'établissement des titres de séjour suit à peu près la question de la délai d'établissement des actes d'état civil par l'OFPRA. Donc on a vu à peu près 1 an que met l'OFPRA pour établir un acte d'état civil. Donc c'est au moins ce temps-là qui est nécessaire pour que les BPI puissent obtenir le titre de séjour auquel ils ont droit par rapport à leur statut.
Encore une question sur la procédure Dublin. Voilà, peut-être, Élise, tu peux revenir sur le changement de cette procédure telle qu'elle est Oui, envisagée donc dans le pacte. je confirme que du coup, les États continueront d'être responsables pendant 20 mois après le passage à la frontière, contre 12 actuellement. Et sur les changements, Sylvestre, ton micro est coupé. Ouais, sur les changements, peut-être, Oui. Élise, il me semble que la question portait un peu là-dessus aussi, de se dire bon, qu'est-ce qui change finalement dans ce règlement Dublin, parce que l'analyse qu'on en fait, c'est de dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change, effectivement, mais peut-être Alors, que il y a, faut il y détailler a ça. toute la première partie qui concerne, du coup, les critères ne changent pas, à part le fait que les 5 mois de résidence ne sont plus un critère et que maintenant le diplôme et des certificats de compétences pourront être pris en compte pour déterminer l'état compétent. Et ensuite, il y a aussi des changements concernant, du coup, euh, les durées de responsabilité qui ont augmenté, le fait que maintenant, pour des demandes de reprise en charge, ce soit une simple notification et plus une demande, ça change aussi. Et il y a tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire le mécanisme de solidarité et le cycle annuel de gestion de l'asile. Très bien. Nous avons très légèrement dépassé le temps qui était imparti, donc je suis conscient des frustrations que ça peut provoquer de ne pas avoir forcément les réponses à toutes les questions qui ont pu être posées. Je ne vais pas dire très facilement toutes les réponses sont dans le rapport, mais je pense qu'une bonne partie peut y être, hein, grâce encore une fois à la masse d'informations qui est fournie. Il me reste à remercier encore les intervenants, la préparation qui a été faite, tous ceux, toutes celles, encore une fois, qui ont contribué à ce travail colossal, comme l'a noté quelqu'un dans la conversation, un travail colossal qui a été réalisé, la qualité des informations qui sont fournies. Et bien entendu, je vous remercie tous et toutes, hein, pour cette participation à ce webinaire. Et encore une fois, n'y voyez aucune intention mercantile, hein, ne voyez aucune intention mercantile derrière mon insistance, mais je pense que ce rapport est effectivement un document à connaître et à faire connaître très largement. Donc merci et peut-être à bientôt pour la plupart d'entre vous dans d'autres circonstances. Bonne journée, bonne fin de semaine et bonne célébration de la journée mondiale des réfugiés.